oui, oui et non, c'est-à-dire que... Tu serais l'habiter ailleurs? Non, la maison pour moi était la base de tout, bien entendu. Mais bon, en règle générale, j'essayais toujours d'associer ma femme à mes achats, mais on avait une règle du jeu qui est d'ailleurs toujours valable, c'est que ma femme ne peut pas s'opposer à un achat, mais elle a un droit de veto sur ce que j'accroche à la maison. Donc quand il y a une œuvre qui, pour elle... Alors, j'ai aussi l'habitude de dire, là aussi c'est un peu provocateur, j'ai l'habitude de dire que quand ma femme trouve une œuvre absolument répugnante, odieuse, il faut que je me précipite et que je l'achète. Parce que c'est vrai que souvent des œuvres qui sont provocatrices et violentes et agressives sont plus intéressantes que des œuvres séduisantes, belles et plus douces. Pour vous donner un exemple, Philippe Schweyer a choisi sur la page de garde une œuvre d'un artiste espagnol qui s'appelle Enrico Martí, qui est une sculpture, je veux dire, c'est un autoportrait en plus de l'artiste, couvert de tatouages sur tout le corps, en taille réelle. Et donc cette pièce, je l'ai mise dans une chambre qui aujourd'hui est fermée à clé chez nous parce que ma femme refuse d'y pénétrer. Il faut dire aussi, on ne le voit pas très bien sur la photo, que le personnage a 2 couteaux avec des lames extrêmement acérées de 30 cm dans les 2 mains. Bon, voilà. Et en plus, c'est une œuvre qu'on a achetée ensemble. Mais apparemment, elle n'a pas pris conscience de la violence de l'œuvre quand on l'a achetée, et elle l'a découvert simplement quand elle est arrivée à la maison. Donc voilà un exemple. Mais il y a d'autres pièces qui ne correspondent pas à ses choix, mais toujours est-il que j'essaye de l'associer. Bon, mon fils, par exemple, c'est plus récent, puisque ça fait maintenant une dizaine d'années. Je me rappelle d'ailleurs que j'avais eu des réactions j'avais donné une interview après une foire de Bâle, il y a une dizaine d'années, je ne sais plus si c'était au DN ou à l'Alsace, où je disais que j'autorisais exceptionnellement mon fils à manquer la classe un jour par an pendant la foire de Bâle pour m'accompagner, et que je lui donnais un petit budget pour choisir une œuvre. Et alors c'est très marrant, j'avais eu, bonjour monsieur Chény, j'avais eu deux types de réactions. Les uns qui disaient c'est formidable d'associer son fils, etc. Et les autres qui disaient c'est honteux de lui faire manquer la classe, et puis qu'est-ce que c'est ça de laisser choisir un gamin une œuvre d'art. Bon, toujours est-il qu'aujourd'hui, Jérémy n'est pas encore dans la logique d'un vrai collectionneur, mais pour rien au monde, il manquerait la foire de Bâle. C'est vraiment pour lui un moment presque aussi fort que pour moi. Il y associe maintenant sa compagne qui vient avec lui. On a passé 2 journées formidables, lundi et mardi. Il s'est associé à mes achats. Et alors cette année, il m'a dit, papa, je choisis rien, mais tu me gardes mon budget de côté. Comme ça, je pourrais prendre quelque chose de plus grand l'année prochaine. Peut-être pour revenir sur les photos d'Annie Mellet, parce que c'est vrai que c'est toujours un plaisir de partager. Elle n'est pas là simplement pour illustrer un livre, mais elle vient en tant qu'auteur, vraiment avec son regard à elle. D'ailleurs, elle s'est débrouillée toute seule, je dirais, dans la maison. Mais ce qu'elle a réussi à retranscrire et ce qu'on peut essayer de présenter ici, c'est justement cette drôle de cohabitation dans une maison privée d'œuvres et d'objets plus banals, je dirais, qui traînent ça et là, puisqu'en l'occurrence, à la différence de collectionneurs qui, eux, organisent leur intérieur comme un musée ou un centre d'art avec des murs blancs, avec très peu d'œuvres accrochées au mur, c'est une tendance qu'on voit parfois dans les magazines de décoration, où comme ça le collectionneur mime un petit peu, on va dire, les grandes institutions. Eh bien, chez les Samuel Weiss, au fond, les œuvres envahissent, je dirais, l'espace d'une certaine manière et sont bord à bord. Et ce que Annie Mellet a bien retranscrit, c'est justement cette drôle de cohabitation, finalement, entre un intérieur, somme toute, comme on aurait chacun, sans luxe, je dirais, de design ou de mobilier historique ou que sais-je, mais simplement voilà cette drôle de cohabitation entre les livres, les magazines qui traînent et puis les œuvres qui sont accrochées à proximité. Alors on a vu donc que l'espace est occupé, donc il y a de moins en moins de place, donc maintenant tu vas faire dans le minimalisme, c'est-à-dire que tu ne pourras jamais te payer Guernica.
Non, ça je crois que c'est hors de propos. Non, mais je veux dire, en fait, il y a ce qu'il y a à la maison, mais ça apparaît dans le livre. Il y a aussi le cabinet d'avocat de ma femme qui aujourd'hui est à peu près aussi plein que la maison. Il y a mon bureau à la mairie. J'avais un lieu dans l'ancien magasin de meubles familial des Meubles Weiss. J'ai conservé un lieu où j'ai un peu du stockage de pièces relativement anciennes. Et puis maintenant, mon fils a un appartement à Paris où lui, justement, c'est drôle quand j'entendais David, je me suis déjà accroché avec lui parce que lui, justement, il veut un accrochage façon minimaliste, avec juste un point de couleur à un endroit, et où le lien entre art et déco est tout à fait à l'opposé de ce que je fais moi. Enfin bon, ça viendra peut-être avec le temps. Mais t'es pas encore dans l'escalier. Chez ton fils. Ah oui, lui, il n'a pas d'escalier, donc il est au rez-de-chaussée, donc il n'y a pas de problème. Et puis dans un immeuble collectif. Non, et puis la caractéristique de cette collection aussi, c'est que ce ne sont pas des pièces monumentales, ce ne sont pas des tableaux gigantesques, on n'est pas dans la peinture d'histoire, on n'est pas dans l'œuvre 4x3. La maison à Bohème-Grande, c'est une maison bourgeoise, donc avec des proportions, on va dire, bourgeoises, et au fond, beaucoup des œuvres sont des formats moyens, et qui sont liés aussi aux moyens que le collectionneur a voulu affecter à ses choix. Très souvent, je dis à des galéristes, quand je m'intéresse à une pièce, que je veux une petite pièce. Et pour moi, la notion petite pièce, ça veut dire une pièce pas trop chère, quoi, voilà. Et en l'occurrence, il y a aussi beaucoup d'œuvres, alors là, peut-être qui sont moins visibles, mais qui remplissent certains tiroirs, parce que ce sont des dessins, des papiers, des plans, des protocoles, des photographies qui ne sont pas forcément accrochées au mur, mais qui remplissent, on va dire, des armoires ou des tiroirs, comme on a parfois des albums photos de famille dans les commodes. Je vais vous donner un truc par rapport à ça. C'est un peu l'origine de ce qui est dans les tiroirs. Le monde de l'art est un monde où on négocie pas les prix. Je veux dire, moi qui ai connu l'époque de ce que c'était des marchands de meubles, je peux vous dire que c'est un tout autre monde. Et la discussion sur le prix, elle est presque indécente. Hein. Bon, alors, obtenir 10% de remise, c'est quelque chose qu'on peut... J'ai fini par comprendre, mais j'ai mis 10 ou 15 ans, qu'il y avait un truc qui était beaucoup plus agréable et que les artistes aimaient beaucoup, et les galéristes également. C'est que, et ça a été lié évidemment à la naissance de mon fils, c'est que je demandais systématiquement, à un moment donné, j'ai pris l'habitude, quand j'achetais une œuvre, plutôt que de discuter un prix, de demander au galériste ou à l'artiste directement, si j'avais la chance de pouvoir le rencontrer, d'avoir, en plus de l'œuvre que j'achetais, un petit cadeau pour mon fils. Un petit dessin, une petite chose, et effectivement, ça m'a permis d'avoir régulièrement, et là, dans 99 cas sur 100, les artistes sont heureux de jouer le jeu. Mardi à Bâle, je me rappelais même plus, il y a un galériste allemand de Karlsruhe qui m'a envoyé un mail quelques jours avant me disant le dessin de Jenny Eisenstein, qui est une artiste américaine que j'avais acheté 2 ans avant, le dessin est enfin arrivé, venez le chercher, quoi, voilà. Peut-être qu'on peut aussi préciser une chose qui est intéressante, c'est que au fond, on a un homme qui s'intéresse à l'art contemporain, donc quelque chose qui n'est pas facile d'accès. Et en même temps, quand on regarde d'un peu près sa collection, au fond, on se rend compte que la peinture est particulièrement présente. C'est-à-dire qu'au fond, c'est quasiment une belle majorité, à mon avis, des pièces est plutôt en 2 dimensions. Donc d'une certaine manière, avec, on pourrait dire, de manière provocateur, mais un certain goût bourgeois par rapport à ça. Et je pense que c'est une tension qui est révélée dans le livre, entre finalement une éducation dans un certain milieu social, au fond, et un désir de s'émanciper ou un désir d'aller contre sa formation en allant vers des choses plus extrêmes, plus radicales, plus provocatrices sans doute. Et en l'occurrence, ce qui est intéressant, c'est que parfois, dans la grande quantité d'œuvres composées, et aussi dans son refus de dire j'ai une ligne esthétique ou j'ai un goût certain pour telle thématique, mine de rien, je pense que l'ensemble de peinture qui a été réunie ici constitue vraiment une belle représentation, on va dire, de la création picturale, on va dire, des 30 dernières années, avec vraiment une histoire de la peinture des 30 dernières années. Et c'est d'autant plus remarquable, si vous voulez, que dans les institutions françaises, ça correspond aux années où la peinture en France a été vraiment évacuée. C'est-à-dire que pendant
30, 40 ans, et moi j'ai connu ça en tant qu'observateur depuis voilà, une vingtaine d'années, les musées, les centres d'art considéraient le médium peinture comme totalement inapproprié au temps contemporain, et beaucoup de conservateurs français, beaucoup de directeurs de centres d'art français ont évacué vraiment la peinture, considérant que c'était un médium mort. Or nous, et je pense que là c'est peut-être un trait rhénan, en l'occurrence on a la chance voilà, d'habiter dans ce territoire, et Bâle n'a jamais cessé de montrer de la peinture, les galeries allemandes n'ont jamais cessé de présenter de la peinture, les écoles d'art allemandes n'ont jamais cessé de recruter des artistes peintres et de maintenir un atelier, et ça je pense que c'est un trait caractéristique là où on a beaucoup de collections très conceptuelles en France, avec des objets qui renvoient moins, je dirais, à des médiums traditionnels. Donc là il y a quelque chose de finalement singulier dans la tradition. Alors justement, est-ce